Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre elles. Je m'appelle Tombani Kouloufoua et j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec vous des profils et des itinéraires de femmes du monde. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes donc parler entre elles avec bienveillance et empathie de leurs histoires personnelles et de leur parcours professionnel. J'espère que ces femmes vous inspireront par leur passion et leur implication dans leurs projets, où qu'elles soient dans le monde. Entre elles vous souhaite une très belle année. Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonne santé et de réussite dans vos projets, aussi nombreux soient-ils. Dans ce premier épisode de 2021, Entre elles reçoit Anne Lemort, cofondatrice du mouvement Chef for the Planet. Après 2 décennies passées à travailler au sein d'organisations internationales, notamment sur les problématiques liées à la médiation et à la gestion des conflits internationaux, Anne a cofondé en 2020 le mouvement Chef for the Planet, un réseau mondial d'influence composé de grands chefs qui s'engagent pour notre planète par le biais du bien manger et d'une gastronomie plus durable. Elle nous parle de ses études à Paris puis à Londres, de ce qui a motivé son choix d'une carrière dans la diplomatie internationale, de son retour en France, de sa nouvelle carrière dans l'entrepreneuriat social et de son engagement pour le climat, la protection de l'environnement et une cuisine responsable. Je vous invite à écouter notre conversation enregistrée à distance entre Londres et Paris. Bonjour Anne, bienvenue dans Entre elles. Merci. Comme je le disais en introduction, tu es ma première invitée de 2021. Je te souhaite et je nous souhaite à tous une année moins perturbée que la précédente, avec une liberté de mouvement retrouvée. Je te propose de commencer par tes premières années de vie. Peux-tu nous dire où tu as grandi ? J'ai grandi en région parisienne, à 20 minutes de Paris, dans une ville qui s'appelle Sceaux. Après ton bac, tu as fait une classe préparatoire littéraire à Louis-le-Grand. Et qu'est-ce qui t'a amené ensuite à faire le choix de quitter Paris pour Londres ? Écoute, c'était un petit peu par hasard. J'ai fait une hypocagne et une cagne. Et à l'époque, donc j'habitais à Paris, j'avais un ami anglais. Et j'avais besoin de changement et je me suis dit que ce serait intéressant d'aller passer une année à Londres. Donc j'ai postulé pour un cursus juste d'une année comme ce qu'on appelle visiting student, juste un étudiant visiteur pour faire de l'histoire. Et j'ai été acceptée à King's College pour cette année-là. Et donc je suis partie en pensant que j'allais passer une année seulement à faire des choses un peu différentes, à perfectionner mon anglais. Et puis finalement, je suis restée beaucoup plus longtemps. Justement, je crois que c'est une période que tu as particulièrement appréciée, donc ton aventure londonienne, puisque tu l'as prolongée. Qu'est-ce qui t'a plu dans ton expérience à Londres et également dans l'enseignement que tu as reçu ? Donc oui, comme je disais, je suis partie au départ vraiment juste pour un peu une année de ce qu'on pourrait appeler maintenant une année de césure, en me disant que ça me ferait une expérience différente. Et, donc je faisais de l'histoire et au bout d'un trimestre, mon professeur principal m'a demandé si je voulais pas en fait transférer cette année pour que ça devienne un vrai diplôme de 3 ans, un Bachelor of Arts qui correspond à peu près à notre licence. Et j'ai dit oui parce que ça me plaisait énormément, non seulement la matière, mais aussi la pédagogie très différente par rapport à ce que j'avais vécu jusqu'à présent. On pourrait même dire que c'était un peu l'opposé. En France et notamment en classe prépa, en hypocagne et en cagne, on a beaucoup d'heures de cours, il faut apprendre plein de choses par cœur, il faut un peu régurgiter des connaissances. Alors que le système tel que moi je l'ai vécu en tout cas en Angleterre, c'est vraiment basé sur très peu d'heures de cours, beaucoup plus de liberté et d'autonomie. On passe pas mal de temps en bibliothèque et avec un ancrage hebdomadaire qui est ce qu'on appelle un tutorial, qui est un cours privé avec le professeur qui enseigne la matière, d'une heure où on présente une dissertation, celle qu'on a faite justement en bibliothèque pendant toute la semaine précédente et où on argumente sa thèse et on débat des idées. Et j'ai trouvé que c'était un système, enfin moi qui me convenait bien, moins scolaire, plus créatif, plus autonome. Et j'aimais aussi beaucoup, bien sûr, la matière, tout ce qui était histoire. J'ai fait beaucoup d'histoire européenne, y compris médiévale. J'ai fait pas mal d'histoire du colonialisme. Voilà, donc c'est ce système un petit peu plus autonome, je dirais, qui moi me convenait bien.
À King's College, comme tu le disais, tu as obtenu un Bachelor of Arts en histoire, suivi d'un master en relations internationales à Oxford, et tu as achevé ta formation par un doctorat. Est-ce que tu avais déjà le projet de la diplomatie internationale à cette époque? Et je te pose la question parce qu'en ayant fait le choix d'étudier l'histoire au départ, est-ce que tu pensais par exemple te diriger vers l'enseignement? Et est-ce qu'il y a eu une progression dans ton esprit à ce niveau-là, ou est-ce que tu avais déjà une idée très claire de ce que tu voulais faire? Non, j'avais pas une idée totalement claire. Alors j'avais toujours été attirée par la diplomatie depuis assez petite. Quand j'étais adolescente, je disais que je voulais devenir ambassadeur, ambassadrice. Il y avait toujours ces questions, est-ce qu'on dit ambassadeur ou ambassadrice? Est-ce que l'ambassadrice c'est la femme de l'ambassadeur? C'était il y a 30 ans. Mais quand j'étais à King's, je me demandais justement si j'hésitais entre un attrait pour la diplomatie, mais je ne connaissais pas vraiment puisque j'avais jamais travaillé dans ce milieu, et puis quelque chose de plus académique. Donc quand j'étais à Oxford, j'ai fait donc des relations internationales, donc c'était un peu une continuation de l'histoire, mais adaptée à la période beaucoup plus contemporaine et bien sûr beaucoup plus géopolitique. Et je me suis spécialisée sur deux choses en particulier, tout ce qui avait à voir avec la guerre, la paix, les conflits, le multilatéralisme. Donc là, j'ai commencé à avoir des cours aussi sur les Nations Unies et sur la région et les conflits au Moyen-Orient. Et à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à me dire que peut-être que je n'aimerais pas faire juste de la recherche, même si ça me plaisait, mais de faire quelque chose d'un petit peu plus pratique, de la recherche appliquée et travailler, ou tout du moins, en tout cas au début de ma carrière, je m'étais dit que ce serait de toute manière intéressante, même si je voulais faire de la recherche plus tard, d'avoir une expérience de terrain. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, à 26 ans, tu rentres aux Nations Unies, basé au Proche-Orient, où tu travailles sur les questions de guerre et paix, de médiation et gestion de conflits, un domaine qui semble être le fil rouge de ta carrière. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette période et sur ces thématiques qui sont assez centrales dans ta carrière. Comment s'est fait le choix de ta spécialisation? Est-ce que pour toi, c'était finalement une évolution naturelle du fait de ta formation? C'était pas totalement prévu, mais je pense que les carrières sont un peu souvent comme ça, dans le sens où, comme on en a parlé, j'ai fait des études de relations internationales, j'étais intéressée par le Proche-Orient, par les conflits, le multilatéralisme. Donc c'est clair que tout ce qui avait à voir avec les questions de paix et de sécurité était entre guillemets un petit peu mon champ d'études. Mais c'est vraiment cette première expérience à Jérusalem et puis dans toute la région qui a fait que j'ai commencé à travailler plus directement pour les Nations Unies sur ces questions-là. Les Nations Unies, c'est une énorme organisation. Il y a plus de, je sais pas, 30, 40 agences différentes avec des statuts différents, des mandats différents. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont très connues. L'UNESCO à Paris ou l'UNICEF qui s'occupe des enfants, le programme d'alimentation mondiale qui s'occupe plus de questions d'alimentation, le HCR qui s'occupe des réfugiés. Bref, j'aurais pu avoir une première expérience assez différente, même aux Nations Unies, m'occuper plus de questions de droits de l'homme ou de développement économique. Mais il se trouve que cette première expérience était une expérience vraiment de médiation de conflits dans un petit bureau qui avait pour mandat de ramener des parties et des pays en guerre autour de la même table. Et puis au fil de ma carrière, ça c'est un peu d'un poste à l'autre, c'est un peu la spécialisation que j'ai eue. Après le Proche-Orient, j'ai passé 7 ans à New York, mais de New York, je travaillais toujours sur des questions de paix et de sécurité. Par exemple, j'ai travaillé pendant quelques années sur le conflit au Darfour et sur la médiation politique. Après, j'ai travaillé plus sur des questions humanitaires au Sahel, puis de nouveau des questions de paix, de sécurité, de maintien, de mission de maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. Donc c'est pas complètement, c'était pas complètement prévu, et ça c'est quelque chose d'assez
positif dans ce milieu-là, comme c'est les Nations Unies et puis toute la galaxie autour des Nations Unies, donc les autres organisations internationales ou les ONG, par exemple, qui travaillent à l'international sur des questions de développement ou d'autres sujets de bien commun. Il y a pas mal de branches et de directions possibles et ça se fait un petit peu au gré des hasards de la vie, des postes qui se libèrent et puis des intérêts que chacun peut avoir à un moment précis. Alors, j'ai effleuré le sujet, mais parlons des challenges que ça peut représenter de travailler en zone de guerre. La sécurité est le premier qui me vient à l'esprit, mais au-delà de ça, et peut-être aussi en tant que femme en particulier, quels sont les défis auxquels tu as dû faire face dans le cadre de ton activité? Je parlerai de peut-être plusieurs défis. Alors, le défi de la sécurité, clairement, mais il y a aussi un défi qui est peut-être plus large, qui est dans ce milieu professionnel, qui est le fait on doit bouger beaucoup. Alors, c'est pas une obligation. Comme je le disais, c'est des métiers où il y a beaucoup de positions et de postes très différents sur des sujets très différents. Mais il y a quand même, surtout quand on travaille sur des questions de guerre et de paix, des allers-retours qui se font entre ce qu'on appelle le siège, ou les sièges, par exemple, qui sont à New York, à Genève, à Paris, à Rome, dans des villes plutôt confortables, et les terrains de guerre. Donc déjà, ces allers-retours, c'est pas évident à gérer personnellement, parce que ça fait des vies très très différentes quand on est à Manhattan au siège et on se retrouve à El Fasher au Darfour. C'est juste pas du tout la même vie. Euh, et c'est aussi des défis pour la famille. Et comme tu parlais un peu de la sécurité, c'est vrai que quand on travaille dans ces environnements, et je crois que par exemple les journalistes de guerre ou les photographes de guerre vivent un peu la même chose, ou les militaires, on s'habitue. Et puis évidemment les populations qui vivent dans ces régions, la nature humaine fait qu'on s'adapte, qu'on s'habitue et qu'on n'est pas dans l'angoisse permanente, parce que je pense qu'autrement on pourrait pas vivre. Donc on construit des mécanismes de protection. Mais c'est vrai que dans mon expérience personnelle, au fur et à mesure des années, et notamment une fois que mes enfants sont nés, j'ai trouvé que c'était de plus en plus compliqué pour moi d'être dans ces environnements difficiles. Pas que ce soit logistiquement impossible. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui le font. D'ailleurs, moi, j'ai été amenée à laisser mes enfants quand ils étaient petits, pendant 18 mois, dans un pays à côté. Je suis partie au Mali, à Bamako, en 2013-2014, au moment où on a monté la mission de maintien de la paix des Nations Unies et qu'on a fait une transition avec l'opération militaire française Serval. J'étais à Bamako à ce moment-là. Et c'était clairement ce qu'on appelle non-family duty station, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de venir avec sa famille. Et mes fils sont restés avec leur papa à Abidjan, donc c'est pas très loin, 1 heure et demie d'avion. Donc logistiquement, c'est possible, on peut toujours s'organiser. Il me manquait beaucoup, c'était pas évident, et au bout de 18 mois, clairement, ça suffisait. Mais c'est plus, je trouve que dans mon expérience, une fois que j'ai plus envie en fait de prendre autant de risques. Et je me rappelle très bien les derniers voyages que j'ai faits dans le nord du Mali, à Gao, Kidal, Tombouctou, sous escorte de l'armée française, sous escorte avec un énorme convoi des casques bleus des Nations Unies. Je me suis demandé, je m'en rappelle très bien, en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai 2 enfants en bas âge, je suis en plein milieu de cette zone qui est quand même très dangereuse. Je peux me faire kidnapper. Enfin, c'était pas vraiment une peur pour moi, mais c'était plus peut-être une mise en perspective de ma vie et de ces risques que j'avais pris jusqu'à présent et qui tout d'un coup, j'avais plus envie de prendre de la même manière. Justement, quand tu reviens de missions comme celle-là, est-ce que tu arrives tout de suite à replonger dans ta vie normale ou est-ce que tu mets un peu de temps?
Parce que tu parlais des photographes de guerre, des journalistes de guerre, etc. Et pour avoir écouté des témoignages de certains d'entre eux, et bien que ce soit des métiers différents du tien, leur expérience était souvent que c'était assez difficile, voire compliqué, de se replonger dans leur vie normale. Est-ce que c'était le cas aussi pour toi? Après, comme on faisait, enfin moi j'ai fait beaucoup d'allers-retours sur différents terrains, je pense que j'arrivais assez rapidement à me réadapter. Mais c'est vrai que je pense que les premières années, c'était pas évident. Euh, de, de, aussi d'expliquer un peu son expérience, parce que c'est quand même des expériences très intenses, où je pense que en tant qu'on se met on crée, comme je le disais tout à l'heure, des mécanismes de protection assez importants, justement pour pas être angoissé au quotidien et continuer à fonctionner. Du coup, on est dans un espèce de stress quasi permanent, mais qui devient son état normal. Euh, et quand on revient dans une vie un peu plus paisible, si je peux le dire comme ça, il faut un petit peu de temps quand même pour déstresser et puis lâcher peut-être ses gardes. Mais bon, après, ça devient un peu son quotidien professionnel pendant des années. On a quand même, enfin, moi, j'ai eu cette faculté, je pense, et je vois beaucoup de collègues et amis à faire un peu des switches de manière pas trop compliquée. Après, est-ce que il y a quand même pas des mécanismes de trauma qui se créent? Je pense que si. Et ça aussi, si on lit sur les expériences de guerre, y compris, enfin, des civils, des militaires, forcément, quand même, ça crée des psychologies peut-être particulières. L'administration américaine sortante avait une position assez tranchée sur la diplomatie internationale et l'idée qu'elle est souvent inefficace, lente, lourde, voire inutile. De ton point de vue, qu'est-ce qui rend la diplomatie internationale si essentielle au maintien de la paix et de l'ordre mondial? Je pense que c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais il y a tellement d'enjeux qui sont des enjeux qui concernent tout le monde, enfin, qui sont des enjeux mondiaux, euh, que ce soit les questions de guerre et de paix, mais des questions de climat, d'inégalité, etc., que c'est très difficile d'imaginer comment on peut essayer d'avoir une certaine coordination ou coopération pour s'atteler ensemble à des sujets qui nous concernent tous, sans diplomatie multilatérale. Donc, je suis pas d'accord qu'on n'en a pas besoin. Je pense qu'on en a en fait encore plus besoin de nos jours que peut-être à d'autres périodes de l'histoire. Aussi, non seulement parce qu'il y a tous ces problématiques mondiales très, très importantes et très graves. Euh, je mentionnais le climat, mais on ne peut pas résoudre la question du climat si on ne se met pas tous ensemble, tous les pays du monde. Donc il y a des besoins, il y a aussi, et aussi parce qu'on est dans une période vraiment de transformation. On l'a vu avec le Covid. Euh, le Covid aussi, par exemple, c'est un très bon exemple. Les pandémies, c'est des phénomènes qui touchent tout le monde. Et donc, si on ne travaille pas de concert, on ne pourra pas réussir à relever tous ces défis. On est aussi dans une période géopolitique assez compliquée, ou qui, en tout cas, je pense, une espèce un changement avec une rupture, avec des enjeux différents, notamment la montée et la place de la Chine dans le système mondial. Donc je pense que le multilatéralisme et la coopération et les diplomates sont vraiment toujours très importants. Ceci dit, et pour avoir travaillé pour une grosse organisation, bureaucratie toutes ces années, clairement, il faut essayer de réformer les Nations Unies. D'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts pour réformer le système, et ça depuis longtemps, avec plus ou moins de succès, parce que c'est une organisation qui est très bureaucratique, avec énormément de processus. Du coup, c'est une machinerie qui est assez lourde.
Et si on pouvait mettre un petit peu plus d'innovation, de flexibilité dans cette bureaucratie, ça la rendrait plus efficace. En disant ça, je traduis pas je donne pas des secrets. Tout le monde le sait et il y a énormément d'efforts. Chaque secrétaire général des Nations Unies arrive avec un énorme plan de réforme qui, généralement, les choses n'avancent pas très vite. Mais voilà. Mais en tout cas, la diplomatie, la coopération internationale est très utile. Tu as été auditrice à l'Institut des hautes études de défense nationale. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie de te replonger dans les études et est-ce que tu peux nous dire ce qu'est cet institut? Quand j'étais donc c'est ça, j'ai fait cette année un peu c'est équivalent un peu à faire un MBA. C'est quelque chose qu'on fait à mi-parcours de carrière. Donc j'ai fait ça il y a 3-4 ans, pardon. J'avais envie de me plonger un petit peu plus dans mon pays, après avoir parcouru tant de pays différents, et de voir aussi un peu de l'intérieur ce qu'était notre système de défense nationale, et donc de guerre et de paix. Donc ça correspondait à toutes les problématiques que j'avais pu voir aux Nations Unies, mais dans un contexte plus multilatéral. Et donc, j'ai postulé pour l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est un institut qui est relié au service du Premier ministre et qui, chaque année, forme des civils, des militaires. On passe une année ensemble à réfléchir aux enjeux de politique étrangère et politique de défense, de géopolitique, avec un focus vraiment sur la défense française. Et pour des civils comme moi, ce qui était intéressant, c'était d'être en contact avec d'autres civils, mais aussi l'appareil militaire français, de voir quels étaient de l'intérieur, de visiter des installations, de voir comment ça marchait, quelles étaient les problématiques. Et donc voilà, c'était une super année. Beaucoup de boulot parce que on fait ça généralement tout en travaillant. Et puis ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de l'intérieur de la vie et du travail de l'armée française. Et des enjeux non seulement nationaux, mais aussi bien sûr des enjeux européens et internationaux. Parlons maintenant de ton actualité et de ton changement de carrière, puisqu'après 20 ans dans la diplomatie internationale et des voyages aux quatre coins du monde, tu rentres à Paris, tu deviens consultante, et là tu lances une initiative internationale, Chef for the Planet, un réseau de chefs pour promouvoir le bien manger et une gastronomie durable. Alors, on a parlé du changement climatique dans notre conversation sur la diplomatie internationale, mais qu'est-ce qui t'a amené à lancer ce projet? Alors, je voulais continuer à m'engager sur des questions de bien commun, des questions internationales, mais en même temps, comme on en parlait un petit peu, j'avais cette envie de revenir en France. Aussi, j'avais un besoin de stabilité, aussi pour la famille, et je voulais aussi retrouver une certaine liberté, autonomie, créativité. Et donc, j'étais à Nairobi à l'époque. Mon dernier poste aux Nations Unies, j'étais directrice de cabinet au programme des Nations Unies pour l'environnement, dont le siège monde est à Nairobi. Et c'était un poste très, très intéressant, mais également super stressant, où j'avais pas vraiment le temps de faire grand-chose à part travailler. Et j'ai profité, ça faisait déjà quelques années avec l'IHEDN justement que je me disais que j'avais envie de rentrer à Paris. Donc j'ai profité du départ de mon boss pour décider que moi aussi je voulais changer et vraiment mettre en œuvre cette transition professionnelle. Alors, ça n'a pas été évident dans le sens où c'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, c'est vraiment un process. Ça m'a pris 1 an et demi à vraiment concrétiser ce désir, à comprendre ce que je pourrais faire, comment mettre
à profit tout ce que j'avais appris aux Nations Unies. Bien sûr, c'est pas, ça crée aussi des angoisses. C'est un peu la peur de l'inconnu. Après, en plus, tant de temps dans une fonction de fonctionnaire international, donc une stabilité professionnelle. Donc, j'avais envie de continuer à travailler sur des problématiques donc internationales, mais en même temps me focaliser sur l'environnement et le climat. C'était les sujets que j'avais abordés le plus justement lors de ma dernière mission au Kenya pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et j'avais aussi envie d'allier à ces problématiques un peu des sujets plus personnels et qui correspondaient à des passions qui sont tout ce qui a à voir avec la nutrition, le bien-être. Je fais beaucoup de yoga, beaucoup de sport. J'ai hérité ça, je pense, de mes années à New York. Et donc, j'avais envie de mettre un petit peu tout ensemble. Mon engagement sur des grands enjeux mondiaux, mes passions plus personnelles de vie. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ce qui s'était passé aussi aux Nations Unies, c'est qu'au bout d'un moment, justement, la lourdeur de la bureaucratie et des process, et ça arrive, je pense, à énormément de gens. En tout cas, on en parle beaucoup avec mes anciens collègues. À un moment, après des années, ça peut peser un peu. Donc, j'avais envie de quelque chose de plus léger, de plus innovant, plus dynamique. Voilà. Et donc, j'ai fait une rencontre. J'en parlais à des amis autour de moi, en disant que je voulais rentrer à Paris, que je voulais faire quelque chose autour de l'alimentation, du climat, de l'environnement, de la santé, du bien-être. Et on m'a présenté quelqu'un qui s'appelle Sébastien Ripari, qui lui vient pas du tout du même milieu, il vient de la gastronomie. Et en parlant ensemble, on a décidé de lancer cette initiative tous les deux. Et après, d'autres nous ont rejoints pour promouvoir et défendre le bien manger et une gastronomie et une alimentation plus durable, plus respectueuse de la planète et meilleure pour notre santé. Et concrètement, Chef for the Planet, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un réseau mondial d'information et de solutions pour sensibiliser et éduquer aux questions du bien manger et du manger plus durable par le biais d'une communauté que nous avons créée et qui continue à se développer, une communauté de chefs. On a axé cette initiative autour de chefs engagés dans le monde entier parce qu'on trouve que donc c'était aussi par rapport à cette rencontre avec Sébastien qui lui vient de ce milieu-là, le milieu des chefs. Mais les chefs sont des influenceurs hors normes, des ambassadeurs, des sources d'inspiration. Donc on voulait, à travers ce réseau de chefs engagés, montrer que c'était possible en intégrant dans des menus de la gastronomie des valeurs et des ingrédients plus durables, donc dans les menus, les recettes, dans le sourcing de produits. On voulait montrer que c'est possible de cuisiner différemment et donc de manger différemment d'une manière qui est meilleure pour le climat, pour l'environnement et comme je le disais aussi pour la santé. Quand on parle d'alimentation, alors depuis longtemps, on connaît bien sûr la relation entre l'alimentation et la santé. Pas juste en période de crise sanitaire, mais en général, on sait que si on mange mal, on développe des maladies et si on mange pas assez, on est mal nourri, etc. Mais la relation entre l'alimentation et le changement climatique et la perte de la biodiversité et toutes les questions aussi de déforestation, de limites planétaires, de manque de ressources naturelles est bien moins connue. Et pourtant, par exemple, un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde viennent de notre système agricole et alimentaire. Donc, on voulait travailler sur ces problématiques-là, aussi dans un contexte où en 2050, il faudra nourrir 10 milliards de personnes dans le monde. Et donc, il y a aussi toute une question sociale
pour s'assurer qu'on peut avoir une alimentation plus saine et plus durable qui soit aussi accessible au plus grand nombre. L'un des principaux vecteurs d'innovation dans cet univers de la cuisine responsable, c'est la food tech. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, justement, dans ce contexte où il y a une réalisation de plus en plus importante de la nécessité de manger différemment pour préserver les ressources de la planète, il y a énormément d'innovations autour des grandes questions qui ont à voir avec, par exemple, les questions de protéines. On sait qu'il faut manger moins de viande. Il faut manger moins de viande parce que la manière dont on élève le bétail actuellement et toute l'agriculture intensive qui sert notamment à nourrir les animaux pour qu'après on puisse les manger, ce sont vraiment les causes principales, non seulement ce que je disais d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de déforestation. Donc il y a beaucoup d'innovation et de recherche et de développement pour voir comment on peut utiliser moins de ressources naturelles, mais tout en continuant à manger non seulement d'une manière qui est agréable, parce que l'alimentation, c'est pas seulement une question de santé, bien sûr, c'est une question de gourmandise et de plaisir, mais aussi avec tous les apports, les apports nécessaires et des aliments qui sont bons, mais tout en prenant moins, en épuisant moins les ressources de la planète. Donc il y a beaucoup de choses, par exemple, sur les protéines à base d'insectes, beaucoup de choses sur une viande qui consomme, l'alternative à la viande, donc des alternatives végétales, et plein de choses dans ce milieu-là pour voir qui sont vraiment qui viennent du fait qu'il y a cette réalisation qu'on ne peut pas continuer à épuiser les ressources planétaires de cette manière, notamment dans le contexte démographique que j'évoquais précédemment. Une autre grosse problématique, et dans la food tech, on en parle beaucoup, on travaille aussi beaucoup sur ça. J'ai parlé de gaspillage de ressources, mais oui, il faut aussi non seulement gaspiller moins de ressources en eau, en énergie, mais aussi jeter moins de nourriture. Donc il y a toutes ces réflexions-là sur le manger de manière plus végétale, plus qualitative, plus locale, plus en circuit court, plus saisonnier, plus frais, etc. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, je lisais qu'en 2020, le secteur de la food tech faisait partie des secteurs qui ont levé le plus de capitaux et que le secteur était en ligne pour lever 3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. C'était une projection du Financial Times. Donc c'est clairement un secteur en croissance qui attirait pas mal de capitaux. C'était pas le secteur qui en avait attiré le plus dans l'année, mais clairement la tendance est là. Tu nous expliquais que l'aventure Chef for the Planet avait commencé avec Sébastien Ripari et toi, mais depuis votre équipe s'est élargie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors on reste une toute jeune initiative parce qu'on a lancé cette communauté en mai dernier, juste à la sortie du premier confinement. Donc on a à peu près 6 mois d'existence. On a une quinzaine de collaborateurs dans 9 pays différents. Pour l'instant, on s'est surtout concentré sur construire le réseau de chefs et rechercher et partager du contenu intéressant et pertinent sur justement toutes les questions liées à l'environnement, la santé, l'alimentation. Essayer de connecter les chefs entre eux et commencer à organiser un peu des initiatives. En 2021, on va approfondir notre organisation et on voudrait vraiment se concentrer sur le grand public et commencer à créer notre propre contenu et faire par exemple des vidéos avec les chefs de notre réseau. Pour l'instant, on a une centaine de chefs, des grands noms de la gastronomie française et internationale comme Guy Savoy, Dominique Rennes, Yves Candebord. Enfin, on a vraiment des gens super qui sont engagés, chacun à leur manière, parce qu'on n'a pas voulu avoir de charte trop stricte, dans le sens où justement on peut s'engager. Il y a des chefs qui sont très impliqués sur les questions du gaspillage alimentaire, des invendus, d'autres qui travaillent vraiment le sourcing, le produit, d'autres encore qui sont
plus engagés sur des questions du bien-être animal, de pratiques raisonnées d'élevage ou de pêche, etc. Et donc, avec ce réseau, on a envie d'axer nos interventions à partir de cette année qui arrive sur le grand public pour, pour inspirer et éduquer vraiment le plus grand nombre, y compris les jeunes et les enfants, à ce que ça veut dire manger mieux, manger de manière plus durable. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer, mais tout en restant une initiative internationale et aussi de partage d'expériences et de leçons, de bonnes pratiques plutôt, sur ce qui se fait dans plein de pays du monde, dans plein de régions, de manière différente, mais avec cet objectif commun. On voulait laisser cette liberté aux chefs de notre réseau de s'engager sur les questions qui les intéressaient le plus. Et en fait, de par leur pratique et dans leur cuisine de tous les jours, ils le font déjà. Et c'est pour ça qu'ils font partie de notre communauté. Mais justement, l'idée, c'était aussi d'avoir une certaine émulation les uns par rapport aux autres, en montrant que, alors, en inspirant également les chefs entre eux, en leur montrant les bonnes pratiques. Tel chef dans tel pays, non seulement, par exemple, vraiment, mais fait très très attention à toute la question du locavore ou la question de la saisonnalité des produits. Mais tel autre chef, lui, se concentre plus sur des questions de bien-être animal et d'inspirer les chefs d'en faire toujours plus. Et avec ces bonnes pratiques et avec cette inspiration, aussi éduquer le grand public, puisque les chefs, les gens adorent regarder les chefs à la télé ou sur les réseaux sociaux, les recettes. Mais donc, utiliser cette communauté pour inciter les consommateurs à changer leur manière de manger et leur manière de cuisiner. Tu as parlé de coopération internationale dans le premier volet de l'épisode et un peu plus tôt des nombreuses voies d'action possibles en matière d'engagement. Sur la question du changement climatique, quels sont les éléments sur lesquels Chefs for the Planet concentre principalement son action ? Donc sur le changement climatique, vraiment, il s'agit de transformer notre système agricole et alimentaire dans son ensemble. Notamment toute la question, et je l'ai évoqué auparavant, de la viande. On le sait, on peut tourner autour du pot et je pense pas, chacun doit faire ce qu'il veut au moment où il le veut, mais il faut qu'on réduise notre consommation de viande et qu'on promeut une diversification alimentaire où on peut bien sûr continuer à manger de la viande, mais peut-être de la viande de meilleure qualité et moins souvent. Et donc, on remplace aussi les protéines animales par plus de végétales. Donc, ça fait partie bien sûr, des valeurs que Chef for the Planet véhicule et essaye d'encourager. Mais encore une fois, on ne veut pas être... on est une communauté qui se veut très ouverte, pas du tout sectaire, et qui base la manière dont on travaille vraiment sur l'inspiration et l'incitation. C'est pas du tout punitif. Donc on dit pas aux gens ce qu'il faut faire, mais on partage le savoir, l'information. Et là, les scientifiques sont très clairs, par exemple sur le climat et sur le rôle du système agricole et alimentaire dans le réchauffement de la planète. De même que aussi les effets du système agricole et alimentaire sur la déforestation et sur la perte de biodiversité. Donc la science est là. On fait en sorte de la partager et de montrer que c'est possible de consommer différemment, de cuisiner différemment, de manger différemment, sans se priver et tout je parlais tout à l'heure de plaisir, de gourmandise. C'est possible de changer d'habitude de manière profonde et durable, tout en continuant à se faire plaisir.
Quelle est ta vision pour cette organisation ? Et donc là, on veut vraiment continuer à étendre le réseau de chefs. Donc on a une centaine de chefs à l'heure actuelle, continuer à avoir un nombre plus important de chefs avec nous pour agrandir la communauté internationale et avoir une force de frappe encore plus importante. Et puis vraiment travailler sur du contenu avec nos chefs pour le grand public. Donc on va organiser des événements. On a un festival, par exemple, notre premier festival qui est prévu, on ne va pas faire ça tout seul, mais en partenariat avec d'autres organisations, un festival autour de l'alimentation et de la gastronomie de demain, qu'on espère, aura lieu l'été 2021 dans une ville du sud-ouest de la France. Donc des événements, plus de contenu sur les réseaux sociaux, peut-être des campagnes de publicité où on mettrait en valeur ce que font nos chefs, les chefs de notre communauté, pour justement toujours avoir cette vocation de sensibiliser et d'éduquer le plus grand nombre, y compris aussi les enfants, et inciter à des changements plus profonds de comportement et sur la durée. Il y a également un grand sommet international organisé par les Nations Unies, le secrétaire général, en marge de la prochaine Assemblée générale en septembre 2021 à New York. Et on espère aussi contribuer au sommet avec les membres de notre communauté. Notre épisode touche à sa fin et je voulais te poser une question plutôt liée à l'après-Covid. Aujourd'hui, tu es basée à Paris, on l'a bien compris, avec une volonté de t'ancrer à plus long terme dans ton pays, mais toujours avec une approche très ouverte sur le monde. Est-ce que pour toi, une fois cette crise du Covid passée, l'objectif ce serait de nouveau de voyager dans le monde pour Chefs for the Planet, donc avec un angle de travail différent, ou est-ce que tu envisages les choses de façon différente cette fois-ci ? Je pense que cette crise du Covid, de la Covid, a vraiment de toute manière changé notre manière à tous d'être dans le monde, et va aussi avoir un énorme impact sur les voyages. Ceci dit, donc pour moi, c'était très important d'avoir un camp de base. Et donc, voilà, maintenant je suis à Paris avec mes enfants qui ont l'air très contents de ne pas avoir cette idée qu'on allait bouger très rapidement de nouveau. Mais je reste très engagée sur les questions internationales, et c'est pour ça que Chefs for the Planet, l'idée, c'était pas de faire un réseau de chefs que français, mais vraiment la vocation, c'était de créer une communauté internationale. Donc je suis très attachée à cet engagement et cette coopération internationale pour continuer, comme tu le disais, dans la lignée de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc ce sera un équilibre, je pense, entre Paris et puis d'autres régions du monde. Et puis on s'est bien rendu compte que, bien sûr, c'est toujours agréable de voir les gens en vrai. Et je pense qu'on se remettra tous à voyager un peu plus, mais on peut aussi faire beaucoup de choses sans voyager, avec toutes les techniques de communication qu'on a actuellement. Et puis on sait aussi que pour des raisons du climat et de bilan carbone, il faut voyager un petit peu moins. Donc je pense que ça va être un peu plus d'équilibre dans ma vie. En tout cas, c'est ce dont j'ai envie. Peut-être aussi m'investir un peu plus en politique. J'ai commencé l'année dernière, lors des municipales, à m'engager sur des questions, les questions qui me tiennent à cœur, donc les questions d'environnement, de climat, d'alimentation, dans le cadre de la campagne à Paris. Et là, il va y avoir de nouvelles échéances plus nationales dans les années à venir. Donc peut-être aussi travailler sur cet aspect et dans ce domaine-là. Voilà. J'ai hâte de te retrouver sur la scène politique et je souhaite énormément de succès à Chefs for the Planet. Je pense que c'est une initiative essentielle, un sujet extrêmement important pour les années à venir, et donc je suis ravie que tu t'y attelles. Un grand merci, Anne. Merci à toi. Merci à Anne d'avoir partagé avec Entre Elles son expérience et son parcours si riche.
Si vous souhaitez rejoindre la communauté de Chef for the Planet et suivre l'actualité du réseau, je vous invite à vous rendre sur leur site internet et à les suivre sur les réseaux sociaux. Comme toujours, vous retrouverez toutes les informations liées à cet épisode sur le site internet d'Entre Elles. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre Elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.